Elle est devenue l'invité inévitable des dernières campagnes présidentielles. L'invité qui dérange, qu'on n'assume pas forcément, mais dont tout le monde parle pourtant, l'insécurité. Ensauvagement de la société, été orange mécanique, barbarie qui s'installe. Depuis quelques mois, le vocabulaire des candidats ou prétendants à une candidature ne trompe pas. L'insécurité sera bien, encore une fois, au cœur de la campagne de la présidentielle 2022. Mais l'insécurité est-elle un véritable argument pour gagner ou une pente savonneuse sur laquelle certains se sont cassés les dents ? Est-il possible de mener campagne sans en parler ? Une bonne gestion sécuritaire suffit-elle à se faire réélire ? Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast, le podcast politique de Sud-Ouest. Je suis Maud Rieux et pour entamer cette discussion, j'ai avec moi Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Et Jefferson Desports, journaliste politique de la rédaction. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Pour commencer, mi-avril, Emmanuel Macron a répondu à une interview dans Le Figaro dans laquelle il a dit se battre pour le droit à la vie paisible. C'était donc 1 an avant la présidentielle. Beaucoup y ont vu une façon de se positionner sur ce thème de l'insécurité, qui n'est pourtant pas son thème de prédilection. Si même Emmanuel Macron s'y met, est-ce que c'est la preuve qu'on ne pourra vraiment pas faire sans l'insécurité dans cette campagne, Bruno ? Oui, ça, je pense, c'est un sujet auquel les gens, les Français sont très sensibles. Alors plus ou moins selon qu'il y a des faits divers médiatisés, mais on voit bien que l'insécurité, elle n'est plus, si j'ose dire, l'apanage de certains quartiers de grandes villes ou de banlieues, mais elle peut se diffuser dans des plus petites villes, des villages, les campagnes. Alors ça ne prend pas forcément la forme d'une délinquance organisée, mais c'est tout ce qu'on appelle les incivilités, des petites agressions, enfin toutes sortes de choses des rodéos urbains, toutes sortes de choses qui gâchent la vie de la population. Et donc, il est très difficile de partir en campagne sans aborder ces sujets. C'est un thème sur lequel Emmanuel Macron n'a jamais été très à l'aise. Il en a peu parlé pendant sa campagne de 2017, où le sujet, il est vrai, était moins prégnant. Mais il a bien vu que c'était un risque pour lui, notamment avec la concurrence possible, non seulement de l'extrême droite, mais des candidats de droite qui ont très tôt mis l'accent sur la question. Et donc, il s'en est emparé en organisant notamment ce Beauvau de la sécurité. Oui, j'allais justement parler du Beauvau de la sécurité. C'est un moment marquant de ces derniers mois. Et on va d'ailleurs écouter un extrait du discours du clôture de ce Beauvau de la sécurité. C'était le 14 septembre à Roubaix. Emmanuel Macron y a annoncé de nombreuses mesures après une consultation nationale de plusieurs mois. Nous sommes aujourd'hui mieux armés, juridiquement, techniquement, humainement. Mais il nous faut continuer inlassablement ce travail, car la menace est là, qui s'adapte, se transforme constamment. Et c'est bien cette société de vigilance qu'il nous faut continuer de bâtir. Ce Beauvau, Jefferson, c'est une façon pour Emmanuel Macron donc, de s'emparer de ce thème de l'insécurité. C'est une stratégie de campagne qui est devenue classique. Est-ce que c'est presque une stratégie facile maintenant ? Alors la sécurité est incontournable dans les campagnes présidentielles, on l'a dit avec Bruno, et Bruno l'a rappelé. Simplement, ce Beauvau de la sécurité intervient dans un contexte très précis. D'abord, il est lié à ce passage à tabac de ce producteur de musique, Michel Zecler, à Paris. C'est ça qui le déclenche il y a plusieurs mois. Et on arrive aux conclusions du Beauvau en septembre, et là, on est à 7 mois du premier tour de la présidentielle. Donc évidemment, ça s'inscrit dans une dynamique, mais ce qui est très intéressant avec ce Beauvau de la sécurité, c'est que la plupart des mesures prendront effet après la présidentielle. Et c'est là où on voit que ce thème-là va venir prendre corps dans cette campagne présidentielle, parce que quand Emmanuel Macron dit « je veux plus de bleus sur le terrain », il veut doubler sur 10 ans la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Mais sur 10 ans, on est au-delà du quinquennat, on est au-delà de la présidentielle. La plainte en ligne, elle, sera mise en place dès 2023. Et il promet une loi qu'on appelle l'OPSI, c'est la loi de programmation pour les sécurités intérieures, qui sera présentée par Gérald Darmanin en janvier 2022. Mais elle ne pourra pas être votée avant l'élection. Donc ce qui fait que ce Beauvau de la sécurité, là où c'est très malin, c'est qu'il répond à un vrai problème de sécurité, et ça on peut pas le nier parce qu'il le reconnaît d'ailleurs, il parle du retour des violences dans ses conclusions, mais ce Beauvau de la sécurité, dans ses conclusions, il enjambe la présidentielle. Et cette loi LOPSI, finalement, elle va pouvoir peut-être dessiner l'architecture du programme sécuritaire du candidat Macron en réélection, et donc tout ce corpus de nouvelles mesures ne prendra corps
qu'après la présidentielle. Et donc tout ça va venir dessiner, là encore, la politique à venir, la politique que voudra mener Emmanuel Macron après 2022, c'est-à-dire après la réélection qu'il envisage. Donc oui, ce Beauvau s'inscrit dans une dynamique, s'inscrit dans un contexte, et la sécurité sera un des éléments clés de cette campagne, mais pas le seul, et c'est là où ça va être intéressant avec ce podcast, c'est que la sécurité est un objet très complexe à manier. Ses prédécesseurs de droite, eux, ils n'ont jamais lésiné sur le thème de la sécurité. Elle a été au cœur des débats des dernières campagnes présidentielles. Un des premiers, d'ailleurs, qui l'a mis comme thème de campagne, c'était Jacques Chirac en 2002. On a un extrait qu'on va vous faire écouter, c'est Jacques Chirac, donc le 27 mars 2002, il est à Nanterre. Dans la nuit qui précède, un homme a ouvert le feu en plein conseil municipal, il a tué 8 personnes, il en a blessé 19. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle et voici ce que Jacques Chirac, qui est alors président et candidat, dit. L'insécurité est évidemment une préoccupation forte chez l'ensemble de nos concitoyens. Et l'insécurité, ça va de l'incivilité ordinaire au drame que nous avons connu cette nuit à Nanterre. Aujourd'hui, on s'est habitué à ce genre de phrase, Bruno, mais à l'époque, cette phrase a provoqué un tollé. Oui, alors moi, je me souviens, j'avais couvert ce déplacement de Jacques Chirac qui était en campagne. C'était donc en mars 2002, donc à un mois à peu près du scrutin, du premier tour de scrutin. J'étais avec lui au lendemain de cette fusillade de Nanterre. Il était, lui, dans une autre banlieue, dans l'Essonne. Et ça nous avait tous sidérés qu'il fasse cette espèce d'amalgame entre une fusillade qui était tragique, terrible, vous l'avez rappelé, 8 morts, dont le premier adjoint à Nanterre, plusieurs conseillers municipaux. Ça avait été un traumatisme, mais malgré tout, c'était un fait divers terrible. Et le président Chirac avait fait l'amalgame avec l'insécurité, les incivilités qu'on sentait monter, effectivement, qui était un réel problème dans le pays et on en reparlera, qui a coûté cher à Lionel Jospin. Mais cet amalgame avait été considéré comme une sorte d'exploitation politique d'un fait divers. En tout cas, elle était considérée comme telle par Lionel Jospin, qui l'a très mal pris, qui en a beaucoup voulu à Jacques Chirac. Faut pas oublier qu'on sortait en plus d'une cohabitation qui avait duré 5 ans et qui était évidemment de plus en plus conflictuelle. Mais Jacques Chirac, comme il le disait lui-même, ne négligeait pas toujours le gros rouge qui tâche, et il était parfois prêt à faire feu de tout bois, et il avait décidé de faire campagne sur l'insécurité, et il a donc saisi ce fait divers pour se relancer dans une campagne qui, par ailleurs, était un peu hésitante. Jacques Chirac réélu, il nomme à l'intérieur Nicolas Sarkozy, qui lui va faire de ses passages de Place Beauvau un tremplin vers la présidentielle. Clairement, parce qu'il y a eu d'autres phrases qui ont jalonné l'histoire politique récente sur le thème de la sécurité, et donc il y a Nicolas Sarkozy en a fait quelques-unes, notamment celle du 19 juin 2005. Je crois qu'on a l'extrait, Maud. Pour resituer le contexte, donc Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, il se rend à la Courneuve où un adolescent de 11 ans vient d'être tué par 2 balles perdues. Et donc on a 2 extraits, le premier c'est au lendemain du drame et le deuxième c'est celui dont vous parliez, le 19 juin, quelques semaines après. Il est face aux habitants. On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des Capucines. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Il parle donc de nettoyer au Karcher, c'est une phrase qui a marqué les esprits, c'était 2 ans avant son élection. Est-ce que c'est la preuve qu'en y allant un peu fort, ça peut fonctionner ? En tout cas, là, c'est un Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime. On est dans la foulée de ce drame avec cet enfant de 11 ans qui a été tué d'une balle au bas de son immeuble. Il a été victime d'une rixe entre 2 bandes. Nicolas Sarkozy y va, et à ce moment-là, il est déjà animé d'une ambition présidentielle, bien entendu. Et rien ne doit au hasard. Les mots sont forts. La phrase est restée nettoyée au Karcher. Mais si on dépasse cette phrase-là, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy pose quelque chose de très important pour la suite de sa carrière politique, et notamment de la campagne présidentielle à venir de 2007, même si elle n'est pas entièrement axée sur la sécurité, puisque c'est plutôt le travailler plus pour gagner plus
qui s'installe, mais lors de ce déplacement, Nicolas Sarkozy pose le droit à la sécurité pour tous, y compris dans les banlieues, mais comme dans les campagnes. Et ça, c'est une notion sur laquelle il va capitaliser, il va travailler. Et quand vous disiez tout à l'heure que Emmanuel Macron, lui, a dit lors des conclusions du Beauvau de la sécurité vouloir se battre pour le droit à la vie paisible, c'est une forme de déclinaison, là encore, de ce droit à la sécurité pour tous qui, dans une campagne présidentielle, devient un des marqueurs très important, qui répond à une problématique du moment, à l'inquiétude des Français. Et Bruno le rappelait très justement, même si le sujet est omniprésent, les préoccupations des Français ils ne placent pas forcément la sécurité en numéro 1. C'est surtout la lutte, la crainte du chômage, le déclassement, la vie sociale, le pouvoir d'achat, qui aussi prennent le pas sur les préoccupations des Français. Mais en tout cas, à cet instant-là, ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est, on va dire, entre guillemets, fondateur, en tout cas important pour la suite des événements. Oui, il faut se rappeler du contexte de l'époque. Bon, Nicolas Sarkozy n'était pas encore candidat officiellement, mais ça ne faisait aucun doute pour personne. Et il était en campagne permanente. En fait, il était en campagne quasiment depuis 2002, depuis 2003. Jacques Chirac l'avait nommé, suite à ce qu'on disait tout à l'heure, à une campagne présidentielle marquée par le thème de l'insécurité. Il avait décidé de nommer un homme à poigne au ministère de l'Intérieur, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, avec lequel il se réconciliait d'une certaine manière. Mais cette nomination était à double tranchant. Ça pouvait être aussi un piège pour Nicolas Sarkozy, parce que jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur n'avait pas tellement servi politiquement ses titulaires. C'était plutôt même un gage d'impopularité. Et Nicolas Sarkozy a réussi à renverser cette tendance. En fait, il a innové en étant un ministre de l'Intérieur très présent sur le terrain, s'emparant de tous les sujets, faisant l'actualité, même comme le disaient à l'époque les conseillers de Tony Blair, dont la communication l'a beaucoup influencé. Et de ce fait, il est devenu un ministre de l'Intérieur extrêmement populaire, et c'est ce qu'il a porté presque naturellement. Bon, il y a eu aussi la condamnation d'Alain Juppé, mais c'est ce qu'il a porté presque naturellement à la présidence de la République. C'était donc une nouveauté à l'époque, mais pas forcément une nouveauté prévisible. Il y en a un autre qui a fait ça ensuite, mais il n'est pas allé jusqu'au bout du parcours, c'est Manuel Valls, qui lui aussi avait acquis une réelle popularité au ministère de l'Intérieur sous François Hollande. On voit que depuis Sarkozy, d'ailleurs, le poste de ministre de l'Intérieur est regardé bien différemment, parce que on le présente souvent comme un poste tremplin, un poste pour gagner Matignon et après éventuellement pour l'Élysée. En tout cas, c'est un poste clé dans un dispositif gouvernemental. Le chef de l'État a besoin d'avoir un homme de confiance, et cet homme de confiance sait tous les secrets de la France, il est au courant, il a le pouls de la population. Et ça, c'est très important. On peut faire un parallèle rapidement si on sort un tout petit peu du sujet, mais Gérard Collomb, quand il rentre à Beauvau dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, et donc c'est les débuts d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb est encore un élu local, plus qu'un d'ailleurs un ministre de l'Intérieur. Il sent monter la colère, il avertit régulièrement avant de quitter Beauvau, il avertit Macron du fait de son âge, de sa stature, de son poids d'élu local. Il avertit à plusieurs reprises cette Macronie qui débute, il leur dit attention, ça va pas, on a des signaux qui remontent, ça va pas du tout, la colère s'installe. Et c'est très important ce poste-là. Et on voit que ça a changé, c'est devenu un poste extrêmement stratégique qui nourrit les ambitions aussi. Et l'actuel titulaire en apporte une nouvelle preuve. Gérald Darmanin, c'est un personnage. Alors Gérard Collomb, et lui, était en fin de carrière. Christophe Castaner n'a pas tellement essayé de faire carrière, mais Gérald Darmanin, lui, a de hautes ambitions, et il a retenu les leçons de son maître, Nicolas Sarkozy, dont il ne faut pas oublier qu'il a été le directeur de campagne pendant la primaire de 2016, en faisant pareil, en faisant du terrain, en étant très présent, en alimentant éventuellement le buzz par quelques petites phrases ou quelques déclarations choc et bien senties. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a réussi donc à se faire élire derrière. Pourtant, ça n'a pas marché une deuxième fois pour lui, puisque 2012, il est battu donc par François Hollande. Et pourtant, au cœur de la campagne 2012, on a un attentat terroriste. C'est Mohamed Merah en mars 2012. On aurait pu penser que ça aurait pu aider justement Nicolas Sarkozy à se faire réélire, d'avoir cet attentat en plein cœur de la campagne. Oui, c'est vrai que les attentats, le terrorisme, qui avait disparu du territoire français depuis à peu près une quinzaine d'années, le dernier gros attentat terroriste en France sur le sol français remontait à 1996. Donc en 2012, c'est la sidération générale. Au début, on croit d'ailleurs que c'est un attentat de
pendant quelque temps de l'extrême droite et non pas d'un islamiste. En effet, ça aurait pu servir Nicolas Sarkozy, puisqu'on l'a vu ensuite, François Hollande, ça ne l'a pas servi pour être élu, mais il a eu un très fort regain de popularité pendant quand la France est attaquée, on serre les rangs autour du commandant en chef, comme on dit aux États-Unis. Ce phénomène n'a pas joué pour Nicolas Sarkozy, peut-être parce que d'abord on était en campagne. Ensuite, c'était la première fois, il y avait un effet de sidération. On savait pas que c'était malheureusement le début d'une longue série d'attentats. On pensait que c'était quelque chose on pouvait espérer que c'était quelque chose de sans lendemain. Mais malgré tout, la popularité, Nicolas Sarkozy, alors on ne peut pas savoir si c'est exactement pour ça, a resserré l'écart. Il ne faut pas oublier que toute la campagne de Nicolas Sarkozy, il a remonté le terrain face à François Hollande. Ça n'a pas suffi pour qu'il soit réélu, mais les scores dans les intentions de vote se sont resserrés après cet attentat. On a d'ailleurs un extrait du discours de Nicolas Sarkozy qui s'exprime au lendemain de la mort de Mohamed Merah et qui appelle plutôt à l'union en fait, nationale. On va l'écouter tout de suite. Aujourd'hui, les Français doivent surmonter leur indignation et ne pas laisser libre cours à leur colère. Nos compatriotes musulmans n'ont rien à voir avec les motivations folles d'un terroriste. Il ne faut procéder à aucun amalgame. Quand on le voit, Bruno, à chaque fois qu'il y a eu une vague d'attentats, le maître mot, c'est toujours de faire nation, de faire bloc, de ne pas se diviser, parce que les attentats mettent à l'épreuve la communauté nationale dans toute sa diversité. Et c'est là où le rôle du chef de l'État devient prépondérant. On l'a vu avec François Hollande. Mais pour revenir à cette campagne de 2012 et l'attentat de Merah, dans les jours qui suivent cette affaire effroyable, François Hollande, lui, le candidat à Hollande, ne joue pas dans la surenchère sécuritaire. Il le rappelle dans ses déplacements juste immédiats après. Il dit, voilà, nous voyons bien que les priorités des Français sont toujours celles du chômage, du pouvoir d'achat, des inégalités, de la santé. Et il ajoute, l'insécurité n'est pas nécessairement de premier rang. Et voilà, il tente de se démarquer aussi de là, de ça, de ne pas tomber dans ce piège qui est extrêmement dangereux, de vouloir capitaliser sur un attentat aussi effroyable. Chacun y voit bien entendu quelque chose d'assez insaisissable et en tout cas à manier avec beaucoup de précautions. Et le candidat Hollande, lui, s'en démarque parce qu'il faut se démarquer aussi de Nicolas Sarkozy. Et on a tendance à dire que la gauche est sur son point faible. On dit que la sécurité, c'est l'angle mort de la gauche. Donc il a avancé sur d'autres choses. Et on a surtout retenu de la campagne de Hollande de 2012, c'est cette phrase « Mon ennemi, c'est la finance ». Quand Nicolas Sarkozy a fait une dernière partie de campagne très à droite, mais plutôt axée sur l'identitaire, finalement, François Hollande s'est démarqué. Il est parti sur d'autres thèmes. Donc là, ça nous montre bien, pour revenir à notre sujet, que la sécurité, encore une fois, c'est pas forcément un sujet gagnant. On a eu donc en 2012 Mohamed Merah. Pendant la campagne de 2017, on a eu un autre attentat aussi qui a marqué, c'est sur les Champs-Élysées, où un policier a été tué. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence de cet attentat en 2017 ? Alors, on était dans un contexte très différent, parce qu'entre-temps, il y avait eu tous les attentats de 2015, Charlie Hebdo, le Bataclan, pas besoin de vous le rappeler malheureusement, mais aussi l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais en 2007, l'assassinat du père Hamel, etc. Enfin, on a vécu pendant 2 ans face à cette hydre terroriste. Donc, l'assassinat du policier Juglin, je crois c'est son nom, sur les Champs-Élysées à quelques jours de l'élection présidentielle, venait malheureusement, je ne veux pas dire comme un point d'orgue, mais comme une espèce d'attentat supplémentaire à la fin d'un quinquennat qui avait été marqué par ces attentats terroristes. Donc je crois pas qu'il a changé la donne. Ce qu'on a vu, c'est que, c'est ce que disait Jeff tout à l'heure, c'est que la question sécuritaire avait du coup changé de nature, puisqu'on parlait surtout désormais des attentats terroristes. Et François Hollande, dont tout le monde a reconnu qu'il avait plutôt bien géré ces 2 séquences d'unité nationale, en janvier et en novembre 2015, n'a pas pour autant été en mesure de se représenter, parce qu'il y avait d'autres facteurs qui ont compté. Il y en a quand même un qui est lié à ces attentats qui a compté pour l'empêcher de se représenter. C'est la fameuse déchéance de nationalité qu'il a proposée, vous savez, dans son discours au Congrès de Versailles 3 jours après les attentats du 13 novembre, et qui sur le moment n'a pas fait beaucoup de vagues, mais qui peu à peu a divisé et même à fracturer la gauche. Et ça a été un élément
indirectement d'empêchement de sa candidature. Oui, c'est parfait, c'est exactement ça ce que dit Bruno, c'est que Hollande traverse un quinquennat marqué par les attentats, ils sont tous plus effroyables les uns que les autres. Il est bon dans cette gestion-là, il réussit à tenir le pays ne craque pas à ce moment-là, fait bloc. On sait désormais que c'est possible, que ça peut arriver et que personne n'est à l'abri, ça on le sait. Et pourtant, cette gestion-là ne lui profite pas d'un point de vue électoral, parce que la gauche est suffisamment fracturée, parce que la gauche est prise dans des contradictions insondables, insolubles, avec d'un côté les frondeurs, rappelez-vous, enfin, tout ce quinquennat complètement fou qu'on a vécu sur le plan politique. Et au fond, ce qui plombe Hollande, c'est pas sa gestion des attentats, bien au contraire, mais cette gestion-là ne lui fait pas crédit, ne l'installe pas vraiment comme un homme d'État, alors que précisément à ce moment-là, et je rebondis sur ce que disait Bruno en citant Nicolas Sarkozy tout à l'heure, oui, à des moments clés, il faut des hommes d'État, c'est-à-dire avec du sang-froid, être lucide, ne pas céder aux impulsions, et François Hollande là-dessus avait réussi à traverser ça. Ça ne lui a pas profité, ça ne lui a pas permis de retrouver un élan pour créer les conditions d'une candidature. Donc là encore, on voit que la sécurité est un sujet qui n'a pas forcément de traduction électorale. On en parle tout le temps, c'est omniprésent, mais c'est pas forcément là-dessus qu'on va gagner. Jean-Luc Mélenchon, début juin, était invité de questions politiques et il s'est exprimé notamment sur la corrélation, enfin les coïncidences entre les attentats durant les dernières campagnes présidentielles. On va écouter de suite ce qu'il a dit. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papy-Voise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc tout ça, c'est écrit d'avance. Tout ça, c'est écrit d'avance. Cette phrase, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon a provoqué un vrai tollé parmi tout le monde. Et l'impression qu'on a, c'est que justement, ce thème de l'insécurité, ça peut faire gagner, mais ça peut surtout faire perdre, au final, une élection. Oui, ça peut faire péter les boulons aussi, parce que vraiment, entendre un candidat théoriquement crédible à la présidence de la République dire une chose pareille, c'est tout de même énorme. Jean-Luc Mélenchon fait d'une sorte de loi des séries qui n'ont rien à voir, d'événements qui n'ont rien à voir entre eux. Papy-Voise, vous savez, ce vieil homme dont la maison a été brûlée la veille de l'élection de 2002, l'attentat de Mohamed Merah, dont on a parlé, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs dans la dernière semaine, contrairement à ce qu'il dit, mais plus d'un mois avant l'élection, et puis cet attentat sur les Champs-Élysées. Il fait d'une espèce de suite d'événements un fil conducteur, enfin, avec des probabilités, comme si tout ça avait été organisé à l'avance pour parasiter ou influencer sur l'élection présidentielle. Et il en tire la conclusion, pour le moins hasardeuse, qu'il y aura à nouveau un autre attentat. Donc là, Jean-Luc Mélenchon, il est à la limite, ça a été beaucoup dit, du discours complotiste. Parce que où il sait quelque chose, où il a des renseignements, il faut qu'il les communique aussitôt à la police, ou bien il n'en sait rien, et dans ces cas-là, il vaut mieux se taire. Mais c'est vrai que ce que dit Bruno, ces propos de Jean-Luc Mélenchon sont assez ahurissants. Affirmer que tout est écrit d'avance, ça veut dire que quelqu'un tire les ficelles, ça veut dire que quelqu'un prépare tout ça. Donc non, là on rentre dans le secteur du complotisme, on rentre dans cette zone grise, donc on ne peut pas aller là-dessus, et encore une fois, ça arrive sur des questions de sécurité. Voilà, c'est un sujet, on l'a dit tout au long de ce podcast, Maud, c'est un sujet, Bruno disait ça peut faire péter les boulons. Oui, mais c'est un sujet qui demande de l'expertise, qui demande encore une fois beaucoup de sang-froid, qui est extrêmement réactif aux faits divers, à l'actualité. C'est un sujet épidermique, il suffit qu'il se passe quelque chose. On a souvent l'habitude de caricaturer, de dire à chaque fait divers une nouvelle loi. Et pourtant, la classe politique est sous pression de la sécurité, mais il y a d'autres ressorts. Et en revanche, si ça ne fait pas gagner, ça peut faire perdre. Et c'est là toute la difficulté de la matière. Et le meilleur exemple qu'on a trouvé en préparant ce podcast, ça reste Jospin, et Bruno en était le témoin. On va écouter de suite Lionel Jospin. Donc il est invité du JT de 20h de TF1, c'est début avril 2002. J'ai le regret de constater que l'insécurité a progressé pendant ces 5 années, pas d'ailleurs de façon continue, et en outre, c'est une tendance qui avait commencé avant nous, mais enfin, nous ne l'avons pas fait reculer.
Il faut préciser qu'à ce moment-là, il est donc ministre depuis Premier ministre, pardon. Il est Premier ministre depuis presque 5 ans. Alors, j'avais oublié cette déclaration pour être franc. Il reconnaît quand même un relatif échec de son gouvernement là-dessus. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle qui caractérisait Lionel Jospin. Mais il avait prononcé quelques semaines plus tôt, je crois que c'était au mois de février, dans un autre JT, peu de temps après sa déclaration de candidature, une phrase qui l'a beaucoup desservi, où il avait dit il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment avait été mal interprété par les Français, par beaucoup de gens, parce que c'était nier ce que vivaient beaucoup de Français, souvent de conditions modestes, notamment à l'époque dans certaines banlieues ou dans certains quartiers. Et donc ça, c'est une phrase qui lui a coûté extrêmement cher le 21 avril 2002. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si vous faites de la surenchère, ça peut se retourner contre vous. Si vous niez la réalité, ça peut aussi se retourner contre vous et le tapis peut se dérober sous vos pieds. Donc, la sécurité, on va en entendre parler durant toute cette campagne présidentielle, c'est évidemment incontournable. Il y a des vraies priorités, il y a des sujets, il ne s'agit pas du tout de le nier, bien au contraire. Maintenant, comment les candidats vont s'en emparer, ce sera déterminant, mais ce qui sera peut-être déterminant, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer autre, comment ils vont pouvoir dépasser ce point de passage obligé. On en parle dans quelques mois ? On en parle dans quelques mois. Et il y aura d'autres sujets, évidemment, dans la campagne, la sécurité n'étant pas loin d'être le seul. C'est une figure imposée, mais qui ne fait pas tout. Nécessaire, mais pas suffisant. Exactement, voilà. Merci Bruno. Merci beaucoup Bruno Jefferson, et merci aussi à vous, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.